Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va analyser ensemble une vidéo consacrée à l'utilisation des drones dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc ça va être une vidéo de la chaîne de Xavier Titelman. On va bien sûr rester uniquement focus que sur tout ce qui va toucher aux ondes radio de manière large, donc c'est-à-dire les drones, tout ce qui va être acquisition de vidéos, détection de drones, brouillage, etc. Le but, c'est uniquement d'analyser le matériel, d'analyser les technologies et les techniques mises en place dans ce conflit. Voilà. Après, tout ce qui va toucher à la géopolitique, etc., c'est pas le but de la chaîne, on n'est pas là pour parler de ça, on est uniquement ici pour parler d'ondes radio. Donc merci de rester dans les commentaires, uniquement focus que par rapport à ça. Ça va être une vidéo assez longue, mais l'idée ça va être de vraiment rentrer en détail dans les explications qui vont être données. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vidéo d'ailleurs? Parce que dans cette vidéo il y a des explications en français, on a différents extraits d'images provenant de ce conflit. On peut voir du matériel en haute qualité, donc vraiment c'est génial, et en plus de ça, ça permet de mettre en avant des chaînes francophones qui traitent de sujets très intéressants. Donc moi cette chaîne de base je l'avais connue par hasard par rapport au domaine de l'aéronautique, parce que je suis, on va dire, plus ou moins un passionné d'aéronautique, et il en parle, il parle également de tout ce qui va être optique, les rames, tout ce qui va toucher aux nouvelles technologies, à des témoignages de combattants. Bref, c'est vraiment une chaîne très intéressante, très enrichissante au niveau technique, parce que ça rentre vraiment en détail dans le domaine technique, et ça c'est vraiment quelque chose qui est malheureusement assez rare. Allez, c'est parti. À Kiev, on est sur la place Maïdan et on a la chance d'avoir un opérateur de drone que vous connaissez, suivi déjà la chaîne, voire même sur Twitter. On est avec Can. Bonjour à toi. Bonjour Can. Alors juste avant de commencer, j'ai failli oublier, là j'utilise un nouveau micro, un nouveau casque, enfin c'est un vieux casque mais que je viens de remettre en service. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour me dire si la qualité est bonne ou pas. À savoir que cette vidéo je l'avais déjà tournée mais il y a eu des soucis au niveau de la capture de son, donc j'espère que cette fois-ci ça passera. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Patreon. Ça me permet de me motiver à faire plus de vidéos de la sorte, à acheter du matériel, notamment par exemple un casque de meilleure qualité, parce que ça c'est vraiment un truc à 15 balles, vraiment très cheap, et il me fait mal aux oreilles. Voilà, allez, ceci étant dit, on démarre. Allez, je passe l'intro. En gros, voilà. C'est du close support, qu'on appelle avec... Il va se présenter rapidement, voilà, en gros de base il n'était pas spécialisé drone, il s'est spécialisé dans ce domaine-là qui est vraiment en pleine explosion, et d'ailleurs dès le début du conflit, je vous l'avais dit, c'est que là on voit arriver et on voit se normaliser, et c'est d'après moi vraiment ce qui a permis durant le début du conflit de changer un petit peu le sens de la vapeur, c'est qu'on a introduit du matériel et des technologies civiles dans le domaine 1000, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Et ça a vraiment porté ses fruits, et aujourd'hui c'est devenu tout à fait la norme d'avoir des drones qui volent et qui fassent du support, de la neutralisation, de l'observation. Tous les témoignages des gens qui sont actuellement sur ce conflit disent tous que le drone est omniprésent partout, tout le temps. Et ça, en 2 ans, en fait, on a vu que d'un seul coup, ça s'est vraiment démocratisé, que et ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin autour de ça. Du coup, ensuite, il y a un réel intérêt. Spécial de la Légion, en gros. En quelque sorte. Allez, on va passer certaines l'intro. unités. Donc, ils regardent le background. On s'en fout. Anti-tank. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le matériel. Ouais. Donc, très facile à manier. Et apprendre les opérateurs de drones de reconnaissance, simplement juste pour faire voler les drones, faire de l'identification, prendre du renseignement et transmettre. Et on va le faire avec des drones par exemple type Mavic, qui
sont drones de base civile, donc très faciles à manier. Et à contrario, les drones FPV, on va utiliser principalement en kamikaze ou sur du bomber. Donc les drones FPV, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment les drones, on va dire les moins chers du marché, assez légers, très maniables et relativement rapides. C'est vraiment ce qu'on va pouvoir retrouver un peu partout dans le commerce. D'ailleurs, moi, le seul drone que j'ai, c'est un drone FPV. Je crois que c'est un Runner 250. Bon, il est HS, hein, parce que je l'ai craché, mais voilà. On va tout simplement avoir une sensibilité et des on va en voir juste après. Plus sensibles. Tu as du FPV bomber aussi, ça c'est important. Ouais, du FPV bomber. Juste préciser quelque chose pour les gens. En gros, il faut expliquer, tu me corriges si je dis une erreur, les FPV, c'est du retour de force directe, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de compensation face au vent, une accélération si tu vas trop franchement, ça peut se désintégrer si tu prends plus de 3G, donc c'est vraiment du pilotage réel, direct. Donc en fait le FPV, vous n'avez pas vraiment de limite au niveau des commandes, c'est-à-dire que ce qu'il vient de dire, c'est totalement ça. C'est pour ça aussi que j'ai craché le mien, c'est que j'avais pas activé la sécurité pour faire les tonneaux, etc. Et enfin pour ne pas faire les tonneaux, et en fait mon drone s'est mis à faire n'importe quoi, parce que lui, à partir du moment où vous envoyez la commande accélère ou tourne, bah lui il le fait en fait. Il n'a pas de notion de est-ce que c'est dangereux, est-ce que l'altitude est bonne ou pas, et est-ce qu'on ne retrouve pas forcément sur les drones plus DJI, etc., qui vont plus être faits pour faire des prises de vue, pour faire de l'observation, donc des drones un peu plus lourds, qui auront des autonomies plus importantes, qui seront moins rapides, mais beaucoup plus stables. Comme les avions à l'ancienne, alors qu'un Mavic, enfin tous les drones traditionnels du commerce, ça va plutôt être comme un Airbus où il y a un ordinateur entre tes commandes et il y a d'assistance derrière. Il va se stabiliser s'il y a du vent par exemple aujourd'hui, ça va rester sur place, tu ne vas pas impacter dans un arbre. Alors après, il y a des drones quand même FPV, comme là le Runner 250 que j'ai une commande automatique, enfin il peut automatiquement comme ça réguler et compenser par rapport à la puissance du moteur, le vent, etc. Mais on peut aussi le désactiver pour avoir un contrôle total sur les commandes. Il y a des petites caméras, donc c'est plus facile, c'est pour ça que c'est plus court d'être formé sur les drones bombardiers que sur le FPV. Ouais, donc là, tu es opérateur de drone FPV. Le FPV, mine de rien, c'est quand même technique. Il faut pas mal voler sur du simulateur pour prendre en main les commandes. Et ce que je n'ai pas fait, parce que je suis un peu un cramé des fois, donc moi j'ai le truc, je le fais voler quoi. Depuis novembre 2023. Donc ça fait seulement 6 mois à peine. Est-ce que tu as déjà vu une évolution des différents modèles disponibles ou de leur efficacité sur ces 6 mois, ou c'est vraiment stable? J'ai toujours été étonné que les Ukrainiens en fait innovent des choses qui ne sont pas officielles en fait. Ouais. Voilà, c'est ce que je vous ai dit dès le début du conflit, hein, et ça c'est surtout valable pour le drone, mais on le retrouve également dans d'autres avec des antennes technologies. déportées, des choses comme ça. Ils vont assembler des nouvelles pièces sur les drones FPV. Antenne déportée, ça veut dire que tu n'as plus besoin de te mettre à la fenêtre à risquer ta vie. Tu as un câble qui fait que tu peux rester dans ton bunker et utiliser tes drones quand même. Tout à fait. Ça amplifie au maximum le signal. Parce que les Russes ont aussi des systèmes pour détecter. Alors là, ce dont il parle, c'est par rapport aux pilotes. Parce que de base, même s'il existe des petits systèmes déportés d'antennes, généralement, le FPV, ça se fait directement avec ta télécommande avec l'antenne directement dessus, et tu as soit tes lunettes de FPV, donc FPV, ça veut dire, je crois que c'est First Personal Viewing, quelque chose comme ça. En gros, c'est vu à la première personne. C'est un peu comme si tu voyais, comme si tu étais dans le drone en fait. Hein. Donc soit tu as les lunettes FPV, soit tu as les petits récepteurs. C'est des petites télés en fait, hein, des petits écrans que tu peux mettre sur ta manette pour voir à la fois ton environnement et ce qui se passe par rapport aux images du drone. J'en ai plusieurs comme ça, des petits récepteurs, hein, ça vaut pas cher aujourd'hui, vous pouvez en trouver pour peut-être 30-40 €. Vous avez même des modules, alors généralement c'est du 5,8 GHz, hein, pour nous, pour le FPV on va dire standard. Vous pouvez même avoir des petits modules à 15 € pour le connecter au téléphone et transformer le téléphone en récepteur FPV. Après vous avez bien sûr le système avec la petite antenne à côté. Et où est la télécommande? Donc en fait, lui, ce dont il parle, c'est que donc le pilote FPV, il n'y a plus besoin qu'il soit sur à l'air libre, à découvert, avec sa télécommande et ses lunettes. Il peut maintenant se mettre dans un bâtiment, dans un sous-sol, dans un bunker, et déporter ses antennes en extérieur sur un mât qui peut monter à 5, 8, 10 mètres de haut, avec des antennes directives, etc., pour ne plus être directement ciblable par peut-être une attaque de drone ennemi ou n'importe quoi. Voilà. Donc ça permet d'être moins facilement
touchable, même si en réalité l'antenne on va pas pouvoir la déporter extrêmement loin, surtout que là on va travailler sur des fréquences assez hautes, et donc on peut pas se permettre d'avoir des longueurs de fil extrêmement longues parce qu'on aura trop de pertes, et au final là, le gain qu'on va avoir par rapport à la hauteur de l'antenne, on va le perdre à cause de la longueur du fil. Donc il faut trouver un juste milieu. On peut avoir des capteurs, des détecteurs, ce qu'on appelle. En général, je suis désolé, j'ai ma moustache qui me gratte là. Des gros, mais il y en a qui coûtent. On peut détecter par exemple à 800 mètres, mais en fait avec des grosses stations, on peut détecter la signature en fait, de la fréquence, le signal, pratiquement plusieurs kilomètres, donc 6 km, 10 km. C'est pour ça que nous, quand on fait voler les FPV, alors là, ce qui m'étonne, c'est ce qu'on appelle le VTX en low, donc vraiment en basse puissance. Ouais. Et après, là, ce qui m'étonne, c'est qu'il parle d'appareils de localisation. Où est la télécommande? Et c'est un risque pour l'utilisateur. Écoutez bien. on peut avoir des capteurs, des détecteurs, ce qu'on appelle. En général, Des détecteurs. il en faut des gros, mais il y en a qui coûtent. On peut détecter par exemple à 800 mètres, mais ensuite avec des grosses stations, on peut détecter la signature en fait. Là, il parlait du problème de la localisation du pilote, de l'émetteur. Mais juste après, il parle de détecteurs. C'est deux choses différentes. C'est deux systèmes différents. Un détecteur, ça détecte. Point barre. Comme un détecteur de métaux, il va détecter le métal. Il va juste vous dire, il y a du métal. C'est tout. Un détecteur de drone, c'est pareil. C'est un petit boîtier. Disons que ça ressemble un peu à, par exemple, ce boîtier SDR. Généralement, c'est plus en plastique. Vous allez avoir un petit boîtier comme ça, portable, avec plusieurs connecteurs d'antennes. Je suis désolé, vraiment, cette moustache, elle me gratte. Vous allez avoir 2, 3, 4 antennes. Généralement, il y en a plus 3 que 4 ou 2. Mais bref, voilà, vous avez plusieurs antennes qui vont travailler sur plusieurs gammes de fréquences différentes. Vous avez un écran avec un haut-parleur. Le boîtier, lui, c'est simple. Lorsqu'il reçoit un signal, il va vous dire sur quelle bande de fréquence il le reçoit, et il va vous mettre la force du signal reçu. À savoir que c'est du matériel portable. Ça n'en est pas vraiment un, mais c'est vraiment très similaire au niveau de l'ergonomie. Il va juste vous dire attention, signal détecté, et alors généralement il y a une sorte d'alarme qui va retentir et qui va vous dire attention drone, et après ça va être à vous de déterminer selon la gamme de fréquences utilisée, selon la puissance en réception du signal reçu, et de ce qui se passe dans votre environnement. Si vous voyez que votre équipe vient de faire décoller un drone et que le détecteur a détecté un drone sur telle gamme de fréquence, vous êtes quasiment sûr, on va dire à 80-90% des cas de chance que c'est un drone de chez vous. Donc bon, il n'y a pas de souci à se faire. Par contre, si aucun drone de chez vous a décollé et que vous voyez que hop, le boîtier détecte un truc et que c'est en train de monter au niveau du signal, là ça veut dire qu'il faut se planquer. Ça veut dire que ça va probablement vous tomber sur la tête. Ce qui m'étonne, c'est que là il parle de détecteur de drone. Donc là on va détecter non pas le signal de la commande, mais le signal de la vidéo. Et à savoir, on le verra juste après, mais le signal vidéo, généralement, ça fonctionne sur des gammes de fréquences beaucoup plus hautes pour avoir plus de débit. Et oui, pour avoir plus de débit, tout simplement. Pour avoir une bonne qualité, pour avoir une bonne acquisition de la vidéo. Parce que plus on va monter en fréquence, plus on va avoir de débit possible, puisqu'on aura plus d'oscillations par seconde, donc on aura plus on pourra envoyer plus d'informations à la seconde, et on pourra se permettre d'avoir une largeur de bande beaucoup plus importante qui permet d'avoir vraiment des images on va dire en bonne qualité. Là où de la commande, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de débit parce que c'est juste de la commande, c'est juste monte, descend, va à gauche, va à droite, c'est tout, point barre. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros débit pour beaucoup d'infos. C'est beaucoup moins gourmand on va dire en place et en termes de données. La fréquence. Donc pour détecter un opérateur drone, on va non pas là se focaliser sur les fréquences vidéo, mais plus sur les fréquences commande, qui sont deux choses différentes, qui vont fonctionner sur deux gammes de fréquences différentes, et ça sera deux appareils différents. Pour localiser, c'est toujours une sorte de système de triangulation, hein. Il faut un ou plusieurs récepteurs qui vont plus ou moins se coordonner entre eux pour trouver la direction dans laquelle ils reçoivent le mieux le signal de l'émetteur, et ils vont croiser tout simplement leur faisceau. Donc un faisceau, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où vous allez viser avec votre antenne.
Sur la carte, vous allez croiser vos faisceaux et ça vous permet d'avoir la zone dans laquelle eh bien, se trouve approximativement l'émetteur. Et plus vous allez vous rapprocher, plus vous allez pouvoir avoir une zone précise et plus bien sûr aussi vous avez de récepteurs à l'écoute. Donc un simple détecteur ne peut difficilement, très difficilement permettre de localiser. Ça permet de détecter, de savoir qu'il y a quelque chose, un signal, mais de là à trouver la source d'un signal, ça reste compliqué, même si avec le S-mètre, on peut quand même, et une antenne directive, on peut éventuellement essayer de chercher et d'avoir à peu près une idée de la direction à partir de laquelle provient un signal. Okay. Signal pratiquement plusieurs kilomètres, donc 6 km, 10 km. C'est pour ça que nous, quand on fait voler les FPV, on a ce qu'on appelle le VTX en low, donc vraiment en basse puissance. Ouais. Et après, par exemple 2 minutes de vol, là on va pousser au maximum. Alors le VTX, il l'explique, moi je ne connaissais pas du tout ce terme, c'est vidéotransmetteur. TX c'est un émetteur dans le domaine de la radio, un TX c'est émetteur, RX c'est récepteur, c'est facile, un T transmission, R réception, donc vidéotransmission. Donc là ce qu'il explique, et ça je ne le savais pas, c'est que ils peuvent commander à distance la puissance de l'émetteur. Donc ils peuvent envoyer une commande à l'émetteur vidéo qui est embarqué sur le drone en lui disant tu passes en puissance basse, donc je sais pas moi 20 milliwatts. Tu montes en puissance moyenne 50 milliwatts, 200 milliwatts, 500 milliwatts. À savoir qu'on peut pas non plus monter très haut parce que ça tire beaucoup d'énergie, puisqu'en plus on est sur une bande passante assez importante, je pense que ça va être aux alentours des 2 MHz, voire 2, 3, 4, 5, donc ça consomme quand même pas mal. Surtout qu'on est sur des fréquences très hautes, donc il faut quand même pas mal de puissance pour avoir une portée efficace relativement importante. Et ça, ça va être puisé sur la batterie moteur qui ne pourra pas servir à aller plus loin avec le drone ou avoir plus d'autonomie. Donc c'est toujours un compromis qu'il faut trouver. Mais c'est très intéressant ce qu'ils disent. Donc pour réduire la signature radio du drone, ils vont baisser la puissance du VTX lorsqu'ils vont décoller, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de puissance si tu es à 500, 1000 mètres, 2000 mètres du drone. Par contre, lorsque tu vas passer une certaine distance, le fait de monter la puissance du VTX te permet de le rendre détectable qu'au dernier moment en fait. Donc lorsqu'il commence à décoller et lorsqu'il commence à entamer son circuit, même si, alors je pense qu'il vole bas, donc ça permet également de jouer justement avec la propagation des ondes en UHF, donc ça permet de ne pas être reçu de loin, et plus il va s'éloigner de son endroit où il a décollé, plus il va monter la puissance, enfin il va monter en altitude et il va augmenter sa puissance. Là ça va le rendre détectable, mais il sera déjà proche de la cible, et de toute façon, vu qu'un drone ça vole dans les airs, la communication sera à vue, et donc qu'il soit en puissance minimale ou en puissance maximale, donc imaginons 50 mW ou 500 mW, vu que ça reste à vue, si en dessous l'équipe adverse a un détecteur, ça sera quand même détecté. Donc ça ne change rien, mais ça permet déjà de gagner en autonomie, mais aussi d'être difficilement détectable. En tout cas, on peut difficilement détecter et localiser l'endroit à partir duquel le drone décolle, mais on va le détecter au moment où il va déjà rentrer dans la zone d'exercice de travail, quoi. Voilà. C'est toujours qu'avec des matos, des zones FPV qui coûtent $500 pièce, après les plannings qu'on travaille sont beaucoup plus gros. Les différents modèles. On peut détruire pratiquement tous les véhicules blindés. Si on tape au bon endroit avec des petits drones, on peut les détruire, les immobiliser. Donc après, ça ne nous empêche pas d'en renvoyer un second. Ouais. Avec un matos qui est très peu coûteux, on peut détruire des... Tu as des résultats disproportionnés. Ouais. On a vu, toi, tu as eu des blindés, tu as eu des caméras à $100 000, enfin, tu as du matériel. On va préciser également que le matériel que tu utilises est financé sur le terrain. En direct. Donc là, les images qu'on a vues, c'est que de l'analogique. Et ils vont en parler juste après et on va vraiment se focaliser là-dessus. Différentes fréquences. Ça c'est pareil, ça c'est de l'analogique. Là ce que vous voyez, les petites tigettes de chaque côté. De tout le monde. Après il y en a qui vont travailler sur... Vous voyez là les ressorts là qu'on voit, alors c'est pas des antennes, c'est juste un système tout simple d'interrupteur, c'est-à-dire qu'il y a une spirale, au milieu vous avez votre tige, et lorsque le drone va toucher quelque chose, enfin lorsque la tige va toucher le sol ou un véhicule,
la tige du milieu va tout simplement toucher le ressort, ça va faire contact et ça va déclencher quelque chose. Voilà. Après, à eux de choisir ce qu'ils veulent déclencher, je pense que vous voyez de quoi je veux dire. Donc c'est des systèmes très simples d'interrupteurs. Alors il y en a d'autres, ils utilisent un autre système, je ne sais plus de quoi c'est, je crois que c'est par rapport à la vitesse. En tout cas au G, en fait ça détecte la différence de vitesse, et lorsqu'il y a un choc, lorsque le drone s'arrête, il y a un changement brusque de vitesse, et hop, à ce moment-là ça déclenche le système. Mais pour moi, le système de ressort, c'est celui le plus simple, c'est juste un interrupteur ou alors un déclenchement manuel, tu envoies une commande. Le souci, c'est que si le drone est déjà très bas, si vous êtes très loin du drone, vous avez beaucoup moins de chances que la commande passe et que le drone arrive à capter correctement votre signal, surtout si après il y a des effets de brouillage, etc. Là, un ressort, en fait, même si vous perdez le contrôle du drone, à partir du moment où le drone touche le sol, que ça fait contact, ça déclenche. Différentes fréquences, par exemple il y en a qui ont travaillé avec des boîtiers Crossfire, boîtiers LRX, donc ça c'est un peu plus technique. Ouais. Donc nous ça nous a permis de voir en pratique, vraiment sur la ligne de front, lequel était le plus adapté à telle situation. Et là c'est très intéressant ce qu'il dit, en fait tout simplement c'est que ce genre de conflit permet d'expérimenter les différentes gammes de fréquences. Ça paraît bête de dire oui, quoi, expérimenter des gammes de fréquences. Pourquoi ? Oui, parce que chaque gamme de fréquences va avoir ses particularités, sa propagation, voilà, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en jeu. Et ça permet de voir selon les missions, selon les environnements, selon plein de choses, de trouver les gammes de fréquences qui sont les moins facilement brouillables, en tout cas celles qui sont les plus résilientes face à du brouillage, celles qui vont porter les plus loin, celles qui vont être, les plus fiables en fait. Je vois aussi se multiplier les équipes qui ont des drones classiques du commerce dans lesquels ils ont mis des sortes d'antennes devant qui permettent de faire relais. Ouais, alors ça c'est des... Donc là on voit que c'est de l'analogique, vous avez l'espèce de Déjà là on a les bandes, ça c'est... Vous pouvez on connaît tous ça, on l'avait à l'époque sur les télés analogiques avant la TNT, dès qu'on captait mal ça faisait vraiment le même effet, parce que c'est de l'analogique en fait. L'analogique ça peut être capté par n'importe quel appareil. Voilà. Moi, par exemple, on peut acheter sur n'importe quel site marchand des caméras, des récepteurs FPV analogiques, et ça permet de choper toutes les caméras analogiques qui fonctionnent sur cette gamme de fréquences. Donc, ils vont en parler juste après, mais ça permet justement d'avoir certains avantages. Des drones classiques du commerce dans lesquels ils ont mis des sortes d'antennes de... Mais là, on le voit bien, vous voyez les petits points comme ça blancs, je vais le remettre. Je vois aussi se multiplier les équipes qui ont des drones classiques du commerce dans lesquels ils ont mis des sortes d'antennes devant. Voilà, j'arrive pas à vous le mettre correctement, mais voilà, là on le voit à la fin, ça fait des points noirs et blancs. Bon voilà, dès que vous voyez ça, c'est de l'analogique. C'est exactement pareil que sur une radio analogique lorsque vous faites ça. Lorsque vous ouvrez le squelch. Sauf que là, ce que vous voyez en vidéo, c'est juste le bruit en radio retransposé sous forme d'image. Parce qu'en fait, l'analogique, c'est juste ça. C'est juste, vous avez plein de bandes qui se juxtaposent les unes au-dessus des autres. Et chaque fréquence audio, chaque tonalité va correspondre à une couleur. Et en fait, toutes ces couleurs, toutes ces tonalités mises les unes après les autres et envoyé sur une large portion de fréquence permet au récepteur de le retransposer sous forme d'image et de couleur, tout simplement. C'est ni plus ni moins que ça en fait. Parce que typiquement les FPV, quand tu passes derrière une colline, en fait, t'es plus en contact. Vous voyez, là on le voit bien, ça c'est que de l'analogique. Et moi j'ai remarqué que 90% des vidéos qu'on voit de drones qui volent sont en analogique. Direct, tu peux perdre la communication. Vous voyez, là on voit bien. En fait, c'est ça, on travaillait avec les Ukrainiens à Clichy Frères, on avait fait des missions. Donc là-bas, on tapait à peu près 10 km, 11 km. C'est pas mal. 10 km, moi c'est vraiment, on va dire, presque le grand max que vous pouvez faire avec du FPV, même avec des grosses antennes, etc. Parce que voilà, les gammes de fréquences font que vous ne pouvez pas porter au-delà de ça parce que vous avez trop de pertes, ou il y a aussi le fait qu'il y a la courbure de la Terre, l'environnement qui va forcément jouer sur la propagation des ondes. Et au bout de 10 km déjà, c'est quand même beau comme distance, mais ça reste compliqué d'avoir une portée efficace au-delà de une dizaine de kilomètres. Et en fait, on utilisait ce qu'on appelle les drones répétiteurs, oui. les gros Mavic, où on va mettre une antenne. Donc il va y avoir deux opérateurs pilote FPV.
technicien pour mettre la bombe, donc troisième, qui va piloter ce drone. Donc en fait, ça, on va l'utiliser en général quand on est sur des terrains qui sont moins élevés ou s'il y a beaucoup de relief, parce que le signal va être coupé. Oui. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein. C'est que là, ce qu'il faut savoir, c'est que les commandes se font généralement sur des fréquences beaucoup plus basses parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir du débit, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, et les transmissions vidéo se font sur des gammes de fréquences beaucoup plus hautes. Donc généralement c'est à partir de 2 GHz jusqu'à 6 GHz. Voilà. On va dire que c'est à peu près la moyenne pour de la vidéo, et en dessous de 2,4 et jusqu'à 2,4, ça va être pour les commandes de drones. À savoir qu'on peut même en trouver en dessous. Je sais que les premiers modèles réduits fonctionnaient, je crois, de tête sur la gamme de fréquences des peut-être 40-42 MHz. Donc c'est vraiment très bas, mais ça permet d'avoir une portée efficace vraiment beaucoup plus importante, parce que là on est en VHF et que ça peut aller vraiment très loin, même avec des petites puissances. Là on va plutôt retrouver du matériel fonctionnant au niveau des commandes à partir de 500 à... moi ce que je vois plutôt c'est du 500 à 1900-2000 mégas, donc 2 GHz. Voilà. Mais au-delà de ça, ça reste des bandes de fréquences assez connues, hein, la Wi-Fi 2,4 et le 5,8. C'est vraiment les gammes de fréquences les plus standards. Donc je pense que le fait de se mettre dessus fait qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir du brouillage. Si on est en contrebas, forcément le signal à un moment on va le perdre, on va avoir ce qu'on appelle du jamming, donc du brouillage. Derrière on va utiliser ces drones répétiteurs, donc plus on va aller loin avec le drone FPV, plus l'opérateur du drone répétiteur va le faire monter. Et ensuite le tout est de se coordonner quand on va changer de direction. Pour le pilote de FPV, c'est aussi orienter l'antenne du drone répétiteur pour que le pilote de FPV puisse on va dire, piloter sans trop de brouillage. Okay. On va préciser aussi que la communication c'est du digital, parce que le numérique c'est binaire. Alors ça on va y revenir après dessus, parce que c'est encore un autre sujet. Pardon. Donc là, il parlait des drones répétiteurs. Alors, dès qu'on parle d'un répéteur, c'est un relais en fait. Un relais, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui va prendre une information qui provient de la zone A et qui va le répéter dans la zone B. C'est tout. Voilà, c'est juste un intermédiaire. Ce qu'on voit ici, donc, c'est un Mavic. Je crois que c'est ce qu'il a dit, hein. C'est le type de drone, hein, quand même assez lourd, parce que déjà, il pèse plus lourd, donc il faut des plus grosses batteries pour faire tourner les moteurs, mais c'est surtout parce que dessus il a d'embarquer 2 relais. Un relais qui va choper la vidéo du drone et la renvoyer au pilote, et un relais qui va recevoir les commandes du pilote et les renvoyer au drone. Alors là, ce qu'on peut voir de ce côté, du côté avant du drone, c'est qu'on est sur le côté qui va aller vers le drone. Donc à gauche, ça va être la zone de travail, à droite, ça va être la zone dans laquelle il va y avoir le pilote de drone. Donc imaginons peut-être qu'il a 1 ou 2 km à l'arrière, là-bas, dans la forêt. Donc les antennes qu'on peut voir ici, au-dessus, l'espèce de truc là, c'est une antenne Yagi. On voit que les brins sont vraiment très très petits, hein. Les brins sont très petits, donc on est sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, au moins 14, voire 15, 16 éléments. On est sur une antenne quand même avec un gain relativement élevé. Donc les antennes Yagi, c'est des antennes directives, hein, c'est ce qu'on appelle vulgairement les antennes râteaux, ce qu'on a sur le toit de la maison, hein. Ça permet d'avoir une directivité beaucoup plus importante, mais également d'augmenter le gain. Le gain, je rappelle ce que c'est, hein, rapidement, c'est un effet soit d'amplification, soit d'atténuation. Donc en gros, ça permet de capter un signal faible et de l'amplifier. Et dans l'autre sens, pareil, si on retransmet un signal, si on transmet par exemple 100 milliwatts, eh bien ça permet d'amplifier le signal de peut-être x2, x4, x5, x10, x20. Là on est sur au moins du 12-13 éléments. Et disons que de tête on est sur un gain de plus de 10 dB à mon avis. Donc c'est-à-dire qu'on amplifie au moins par je pense au moins par 10 ou par 20 quoi. Au moins. C'est-à-dire que là on peut vraiment avoir une portée en réception, puisque là c'est une antenne de réception qui va recevoir l'image vidéo, hein, parce que je vous l'ai dit juste avant, mais donc l'image va fonctionner sur des gammes de fréquences beaucoup plus hautes et les commandes beaucoup plus basses. Donc là on voit que la longueur d'onde est vraiment petite, donc les fréquences sont hautes.
Et ici, en dessous, on voit qu'on a une antenne beaucoup plus basique, hein, qui n'est pas, enfin pas ou peu directive, qui est un espèce de trombone, quoi. Voilà, donc c'est un peu similaire à une dipole, hein. Donc là, on est sur une antenne, vu la taille, ouais, c'est ça, c'est du 500-700 MHz. Donc là, cette antenne-là, elle retransmet en direction du drone les commandes qui sont reçues. Alors ça, j'ai l'impression que c'est une antenne, parce que c'est pas la forme d'un arbre, hein, ça correspond pas. Donc je pense que là, il y a d'autres antennes qui ne sont pas pour le coup des antennes directives, hein, puisque normalement le pilote de drone doit être quand même relativement proche du drone répétiteur, et puis ça permet aussi d'éviter d'avoir à la fois à gérer la direction de l'antenne en direction du drone et l'antenne et les antennes qui sont en direction du pilote. Donc à mon avis, ça c'est des antennes que le pilote va recevoir et à travers lesquelles il va émettre. Et ces antennes-là sont les antennes qui seront, on va dire, reliées au drone, soit pour la vidéo en réception, soit pour les commandes en émission. Voilà, donc en fait, ce que ça permet d'une première part d'augmenter la portée, ou alors, selon la géographie, ce qu'il a dit juste avant, c'est que, eh bien, s'il y a de la montagne, s'il y a du brouillage, s'il y a plein de choses, s'il y a tous des facteurs qui font que ça réduit grandement la portée, eh bien, le fait d'avoir un drone répétiteur permet de pallier à ce problème-là en le montant en altitude, en l'avançant beaucoup plus au niveau de la zone de travail, sans mettre en danger directement le pilote. Dans le pire des cas, celui qui prend, en fait, c'est le... Bon, c'est pas que c'est pas grave, mais celui qui va prendre, c'est en fait celui qui va gérer le drone répétiteur qui va le piloter. Donc là, en fait, ça permet d'augmenter la distance entre le drone et celui qui va le piloter. Voilà. Et ça permet également par rapport à la guerre électronique, si jamais il y a une volonté de localiser le pilote, ça permet de le mettre un peu plus à l'abri parce qu'il sera encore plus en arrière au niveau des lignes, enfin derrière les lignes, et donc il faudra que l'équipe adverse aille beaucoup plus en profondeur dans le camp adverse pour arriver à capter les signaux qui seront à mon avis beaucoup plus faibles en passant par un répétiteur, un drone répéteur, que en passant en direct entre le pilote et le drone, puisque là il faudra faire beaucoup plus de distance. Donc ça permet d'éviter que le pilote soit facilement détectable, et ça permet d'augmenter la portée et d'éviter tous les phénomènes de brouillage volontaire ou naturel. Voilà, donc en fait, après tout le rôle, toute la mission du pilote du drone répéteur, c'est que lui, il va devoir orienter correctement les antennes. Parce que, on va le regarder ensemble, lobe de rayonnement antenne Yagi. Après, on va mettre pour l'antenne dipole, tac, tac, tac. Hop, alors voyons voir. Est-ce que je peux avoir le lobe de rayonnement d'une antenne Yagi? Hop, il y en a un ici. On va voir un petit peu ça ensemble. Tac. Ouvrir un nouvel onglet. Non, c'est le même. Alors, est-ce que je peux zoomer? Ok. Alors, là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'image n'est pas très bonne, hein. Je pensais que j'allais en trouver d'autres. Bon, c'est pas grave. Ça va être amplement suffisant. Là, c'est une antenne Yagi vue du dessus. C'est-à-dire que vous prenez votre antenne râteau. Là, c'est l'avant. Donc, c'est ce qu'on voit au niveau du zéro, là, de largeur du faisceau. Donc, ce qu'on appelle le faisceau, en fait, c'est tout simplement l'endroit dans lequel l'antenne va rayonner. À savoir que plus il y a d'éléments, et plus le gain sera élevé, mais plus le faisceau, on va dire l'angle d'ouverture, l'angle de tir de l'antenne, sera restreint. Donc moins il y a de gains, moins il y a d'éléments, plus le faisceau sera large. Donc on pourra légèrement se décaler, ou le drone pourra légèrement bouger de la zone dans laquelle on vise. Ça ne sera pas forcément très grave. Et plus il y a d'éléments, plus on va avoir un gain élevé, mais plus il va falloir viser juste. Donc ce qu'on voit ici, donc le cercle, le bord du cercle, ça correspond à un gain maximal.
donc l'endroit où c'est le plus performant, et au milieu, c'est lorsque c'est moins performant. Ce qu'on voit sur les Yagi, c'est que tout au bout, c'est un peu comme un canon, hein. Au bout du canon, c'est là que ça va le mieux viser, que ça va le mieux atteindre la cible. Et à côté, si vous visez à côté, vous allez tirer à côté, quoi. C'est exactement pareil. Donc c'est pour ça que le pilote du drone relais, lui, son job, c'est de savoir où se situe le drone piloté pour se caler dessus et le suivre si jamais le drone doit bouger. Donc il y a toute une coordination qui doit se faire entre le pilote, les gens qui sont en dessous du drone sur le champ, on va dire le champ de bataille, et le pilote relais, on va dire, qui va devoir se localiser lui et localiser le drone et savoir à peu près dans quelle zone il doit viser. Mettre un sacré boulot, mais très intéressant. Opérateur pilote FPV, technicien pour mettre la bombe, donc troisième, qui va piloter ce drone. Ça, en fait, le brouillage. On l'a déjà entendu. On va préciser aussi que la communication, c'est du digital, parce que le numérique, c'est binaire, c'est 1 ou 0. Là, il parle de la vidéo, hein, il ne parle pas des communications au niveau du contrôleur. Hein. 0, ouais. Tandis que le digital, ça devient un peu du brouillard, mais finalement... Okay. On va préciser aussi que la communication, c'est du digital, parce que le numérique, c'est binaire, c'est 1 ou 0. Ouais. Alors, là, ce qu'il appelle digital, en fait, c'est l'analogique. Il fait une erreur, mais après, il le corrige. Et le numérique, c'est le numérique, hein, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. Le digital, ça devient un peu du brouillard, mais finalement, tu arrives à aller plus loin jusqu'à l'impact. Ouais. Ça, c'est quelque chose, quand on est en France et quand on parle aux industriels, ils font non, le numérique, c'est beaucoup mieux, c'est sécurisé. Sauf que là, pour un usage unique, on n'a pas besoin d'un truc sécurisé. Ouais. One shot, on va dire que, par exemple, les entreprises civiles, s'ils n'ont pas des retours d'expérience, c'est rétexte. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, là, ce que je vous disais, hein, les images, là, c'était donc on est à 9,5. Voilà, ces images-là, ça c'est de l'analogique. Vraiment sur la ligne de front. C'est de l'analogique, on voit le grain, etc. Donc ça permet, quel est l'avantage de l'analogique? Je ne sais pas si je l'ai dit parce que j'ai refait déjà la vidéo, donc à force je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. L'avantage de l'analogique, c'est que même s'il y a du brouillage, même s'il y a un effet de perte, parce que la distance est trop importante ou l'environnement fait que le signal passe mal, l'avantage, c'est que le cerveau humain peut toujours arriver à compenser ça, à compenser le grésillement, le bruit, l'image qui n'est pas très nette, pour toujours arriver à plus ou moins déterminer, arriver à percevoir une image, un semblant d'image, et d'arriver à peu près savoir ce qu'on fait, où on est et où le drone va. Là où une machine en sera incapable. Et ça, c'est aussi bien valable sur de la vidéo que sur de la radio, enfin de la radio de la phonie. C'est-à-dire que en vidéo, même s'il y a du grain, même si ça capte mal, on peut toujours arriver à peu près à distinguer le chemin, peut-être des arbres, peut-être le véhicule, et taper dedans. Et arriver à garder le contrôle et taper à peu près dans la zone dans laquelle on doit taper. Tout comme en radio, lorsqu'on est en analogique et qu'on capte très très mal une autre station qui nous parle, on a juste à ouvrir le squelch et on peut toujours arriver à distinguer la voix et à essayer de comprendre ce qui est dit. Parce que le cerveau après réinterprète ça et peut essayer de trouver et de décoder ce qui est dit en fait. Voilà. Là où en numérique, il y a aussi le fait qu'il faut qu'il y ait une synchronisation entre les appareils. Ça permet d'avoir un niveau de sécurité beaucoup plus important, parce que l'analogique, c'est n'importe qui peut l'intercepter et le voir ou l'entendre. Hein. En vidéo, je vous l'ai dit, mais une vidéo analogique, n'importe qui peut le capter. Donc sur le champ de bataille, on peut imaginer que le camp adverse, s'ils ont un récepteur qui fonctionne sur les mêmes gammes de fréquences que leur drone, ils peuvent voir la caméra du drone qui est en train de leur tomber dessus sans aucun problème. C'est de l'analogique. Et en radio, c'est pareil. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que face au brouillage, face à des conditions très compliquées, très difficiles, l'analogique, c'est ce qui reste le plus fiable. Et là, il le confirme, parce que toutes les images qu'on voit de drones, on va dire jetables, qui servent plus de projectiles qu'autre chose, c'est que de l'analogique, parce que c'est du jetable et parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de sécurité important pour juste viser un véhicule et foncer dedans avec. Parce que de toute façon, de l'autre côté, ils ont aussi des détecteurs de drones, et ils savent que même si c'est que ça soit en analogique ou en numérique,
bah, le drone il transmet sa vidéo, donc il est forcément détectable et ils sauront forcément qu'un drone est en train de leur tomber dessus. Voilà. Donc en soi ça change pas grand chose, sauf que bah, ça permet d'avoir une portée beaucoup plus importante parce que justement le cerveau humain est capable d'interpréter une mauvaise acquisition d'image ou une mauvaise acquisition de son et de pouvoir quand même déterminer à peu près ce qui est dit ou ce qui est vu. Et le plus adapté à telle situation ou pas. Je vois aussi se multiplier les équipes qui ont des drones. Par contre, pour les drones d'observation, vu que c'est quelque chose de beaucoup plus coûteux, vu que ça permet d'observer, de donner des coordonnées, etc., c'est beaucoup plus sensible, c'est pas du drone jetable, on va le faire revenir, donc il y a aussi ce problème d'être directement localisable au niveau du personnel. C'est que le digital, enfin le numérique avec du chiffrement, ça permet d'être plus difficilement localisable, puisqu'il n'y aura que l'équipe qui sera connectée au drone, qui possédera le drone, qui pourra voir l'image du drone et voir où est-ce qu'il atterrit. Là où en analogique, bah, si tu fais réatterrir ton drone dans un champ et que les autres arrivent à recevoir l'image, ils sauront que tu es dans ce champ-là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais donc voilà, chaque chose a ses avantages, ses inconvénients. On se rend compte que pour du jetable, pour de la courte durée et pour juste faire du ciblage, de fixer, il n'y a pas besoin d'avoir du numérique. L'analogique, c'est beaucoup plus fiable. A l'inverse, pour de l'observation, pour des drones qui ne sont pas jetables, pour des drones beaucoup plus coûteux, il faut être en numérique. Le classique du commerce dans lequel ils ont mis des sortes d'antennes devant qui permettent de faire relais. Ouais, parce que typiquement les FPV, quand tu passes derrière une colline, en fait, t'es plus en contact direct, tu peux perdre la communication. Voilà, T'as ça aussi en fait, c'est ça, on travaillait avec... On était ici. On ouvre, on déballe. Celui-là, qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Déjà, tu as différentes tailles de drones, je vois. On a différentes tailles de drones, donc là, on est sur du standard du 7 inch, ce qu'on appelle. 7 pouces, donc. C'est le plus utilisé. Alors ça, c'est marrant parce que c'est des plaques de PCB, PCV, je sais jamais comment, je crois que c'est PCV, non PCB. C'est tout simplement des plaques en espèce de fibre, c'est quoi? Je sais pas exactement ce que c'est. Ouais, c'est une espèce de fibre très légère qui va permettre de fabriquer des circuits imprimés. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça, parce que on le voit au niveau de la couleur, là où c'est découpé. C'est vraiment typique des plaques PCB, PCV. Donc c'est très léger, c'est très peu coûteux, et ça permet comme ça de fabriquer des platines pour fabriquer des drones, quoi. Et parce que c'est le moins cher qu'avec... Donc là c'est découpé. Là on voit que on dirait de l'impression 3D, là le support d'antenne. Donc ça c'est donc une prise SMA, donc ça doit être pour de la vidéo. Ici on voit bien les antennes UHF, donc ça doit être du 6, 7, 800 mégas pour les commandes. Donc ici voilà, c'est sur du standard du 7 inch, ce qu'on appelle. C'est le plus utilisé parce que c'est le moins cher, qu'avec un drone de ce type on peut mettre une bombe à peu près. On s'en fout. Et on vole à quelle vitesse? Sans emport à 100. Alors avec une bombe on va voler très lentement, on peut monter sans emport à 130 km/h. D'accord. Mais avec une bombe on va essayer d'économiser au maximum la batterie pour... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si en plus de ça ils montent la puissance du VTX, ils vont encore plus perdre en autonomie. Donc il y a le poids, la vitesse, la puissance de l'émetteur, tout ça fait que faut trouver un juste milieu, un bon équilibre pour avoir une autonomie suffisamment importante pour atteindre l'objectif. Je reprends le même taille. Donc ça c'est ce qu'on appelle un accéléromètre. Voilà, donc là on voit que c'est plutôt de la fibre, fibre on va de voir carbone. Ces deux types. Ah bah, j'avais pas vu 915, voilà, on a la gamme de fréquences. Hein. Je viens de le voir, hein. J'avais déjà regardé plusieurs fois la vidéo, je l'avais pas vu. Moi j'avais plutôt dit du 5, 6, 700. On voit qu'on n'était pas non plus très loin. C'est à peu près ça, la longueur, on voit que ça fait à peu près 10, 12 cm. Hein. Si on compare par rapport à la longueur d'un doigt, c'est à peu près, ça fait ça quoi. C'est à peu près soit comptateur, soit accéléromètre. Okay. Ici on va brancher tout simplement le détonateur, le fil du détonateur. Et ensuite le détonateur. Par exemple on peut mettre deux tiges de métal, donc des springs, avec au milieu une tige de métal. Donc dès que le drone, en fait la tige de métal va toucher le spring, donc le ressort dans lequel elle est, là ça va déclencher. Donc l'accéléromètre c'est en gros à l'impact et avec les contacteurs, là il faut toucher devant. Par exemple si tu es au-dessus d'une tranchée dans laquelle... Montage, comme je dis, ils vont les pour se rapprocher au conduit.
Alors, Au déclenchement, par exemple, si tu es au-dessus d'une tranchée dans laquelle tu as du monde, tu peux le on déclencher peut à distance. déclencher à distance. Tu vas avoir des antennes pour la vidéo receiver, donc pour avoir les vidéos, Oui. et d'autres pour pouvoir transmettre le signal en fait, du contrôleur. Ok. donc c'était bien ça. Donc ces antennes-là qu'on voit là, c'est une dipôle. C'est pour le contrôle. Donc c'est une antenne de réception là pour le coup, qui va recevoir les commandes de. C'est deux du antennes contrôleur. différentes. Ouais. Et après, il y a des montages, comme je te dis, le génie ukrainien. En quelque sorte, ils vont rajouter par exemple des antennes où ils vont les déporter et eux ils vont faire, je travaille avec des Ukrainiens qui faisaient des tests avec les stations, les radios de contrôle pour se rapprocher au mieux des conditions réelles et ils inclinaient, si tu veux, ils jouaient sur l'inclinaison, donc ils faisaient une matinée de vol à chaque fois en inclinant de quelques degrés l'antenne pour voir. Pour voir le plus efficace par rapport au brouillage russe qui était en face. Ouais. Comme ça on apprend aussi. Parce que t'as des... Alors le brouillage, oui, mais je pense que c'est aussi tout simplement par rapport à la portée efficace du drone. Parce que là on est sur du dipôle. L'antenne. On va regarder ensemble cette fois-ci lobe rayonnement, antenne, tac, on va mettre antenne dipôle. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi je dis ça. Alors image, tac tac tac, cette fois-ci je veux le lobe de rayonnement d'une antenne dipôle. Est-ce qu'on aura d'autres images un peu plus parlantes? C'est le souci de Brave. Alors on va tac tac lobe antenne dipôle. Là on aura un peu plus de résultats. Tic tac touc, voilà, tac, là on en a une, là on en a une autre, hop hop hop. Voilà, déjà avec ça on est pas mal. Alors voyons voir. Tac, on est sur un site, c'est quoi? Alors, ok, des calculs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste le lobe de rayonnement qui est là. Est-ce qu'on peut l'avoir en plus gros? Tac, tac, tac. Voilà, là on l'a ici, mais c'est pas très beau. Alors, est-ce qu'on en a un autre plus pratique? Voilà, celui-là, il est très bien. On verra peut-être les autres plus tard. Donc là, ici, on a l'antenne dipôle qu'on a vue juste avant. Si on reprend la vidéo, on voit le fil, on voit un brin ici et un brin ici. Donc les deux sont l'un au-dessus de l'autre. Si on regarde l'image d'un dipôle, c'est exactement pareil. On voit que ce brin-là, c'est le brin rayonnant qui fait un quart d'onde, un quart de la longueur d'onde qui est connecté à l'âme du coaxial. Et ce brin-là qui est connecté à la masse. Les deux se juxtaposent, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Et leur lobe de rayonnement. Donc un lobe de rayonnement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la zone dans laquelle l'antenne va rayonner plus ou moins bien, tout simplement pour voir comment est-ce que ça rayonne dans les airs. Et donc on voit que la zone rouge, c'est là où ça marche le mieux. Et la zone verte et bleue, alors pas celle-là, hein, c'est une autre antenne. Là où ça rayonne le moins, c'est en haut. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on est... je vais vous montrer sur une vraie antenne. Donc là, c'est une antenne. On va imaginer qu'il y a un autre brin en dessous. Je ferai ça pour l'imaginer. Peut-être que j'en ai une autre là sous la main. Attendez, hop. Voilà, voilà, parfait. Imaginons que ça, c'est une antenne dipôle. Donc, au niveau de la séparation, on va dire que c'est la connexion au niveau du coaxial. Donc ici, on a notre antenne rayonnante et ici, on a notre brin de masse. L'antenne, elle va fonctionner de manière optimale dans tout cet angle. C'est-à-dire que tout ça, tout autour, comme ça, là, ça va fonctionner de manière la plus optimale. À savoir que le dipôle a un gain nul. C'est l'antenne de référence. C'est-à-dire que lorsqu'on va lui envoyer 5 watts, elle va rayonner, normalement, théoriquement, 5 watts. Si elle reçoit un signal de 1, il n'y a pas d'amplification, il n'y a pas d'atténuation. Donc un signal de 1, c'est un signal de 1, tout simplement. Le problème, c'est que là, sur le drone, on n'est pas en polarisation verticale. Ça, la polarisation verticale, généralement, c'est pour les talkie-walkie. Tous les talkie-walkie sont en polarisation verticale. Toutes les antennes de talkie-walkie, de radio marine, etc., c'est en verticale. Pour justement couvrir au niveau de l'horizon. Les drones, eux, c'est du horizontal. C'est-à-dire que le rayonnement ne se fera pas comme ça, mais comme ça. Ce qu'ils expliquent,
C'est très simple, c'est qu'ils vont jouer sur l'inclinaison. Le fait d'incliner votre antenne va faire qu'elle va, le lobe de rayonnement va se décaler. En fait, tout simplement, voilà, là, la barre que vous voyez au milieu, c'est l'antenne. Donc si vous inclinez l'antenne, eh ben, vous prenez tout simplement ce lobe-là, l'espèce de boule, et vous la tournez. En fait, vous prenez vraiment l'ensemble et vous le décalez. Et ça vous permet d'imaginer un petit peu les tests qu'ils font. Donc ça permet de faire quoi? Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que là, sur le drone, le dipôle est comme ça. Donc c'est-à-dire qu'à l'avant du drone, il n'y a pas de souci, ça rayonne. Hein. Tac. Ça rayonne en haut, ça rayonne en bas, mais généralement pour le drone, il n'y a pas besoin de rayonner vers le haut ni vers le bas, à part s'il manœuvre. Et ça rayonne vers l'arrière. Généralement, l'arrière, ça va être là où il y a le pilote. Le problème, c'est que si le drone tourne, l'antenne tourne. Si, imaginons, le drone tourne à 90 degrés. L'antenne tourne à 90 degrés. Avec cette antenne-là, l'antenne qu'il y a sur la vidéo. Si l'antenne est comme ça, et que le pilote se trouve ici, qu'est-ce qui se passe? Le signal arrive là. Il arrive là, sauf que là, c'est où? Et bien là, c'est là. C'est l'endroit où ça capte le moins. C'est-à-dire que si vous êtes à 8-10 km du drone et que la communication se fait difficilement, si vous faites tourner le drone et que l'antenne se retrouve comme ça, eh ben en fait ça ne recevra plus du tout le signal, ou très très mal. Donc le fait d'incliner ou même d'additionner plusieurs antennes, ça permet de pallier à ce problème-là et de jouer justement avec l'inclinaison. Alors pour moi, je pense que le mieux, ça serait de peut-être l'incliner à peut-être, je sais pas moi, 40-45 degrés, pour arriver à avoir... à taper plutôt sur le lobe de rayonnement qui est au bord ici ou au bord là-bas. Ça aura un gain un peu moins élevé, ça aura des performances un peu moins élevées, mais ça évitera que ça décroche. Voilà. Pour voir le plus efficace par rapport au brouillage russe qui était en face. Ouais. Comme ça on apprend aussi. Parce que tu as des analyseurs de spectre pour savoir quel est le brouillage qui est en face, en fonction de ça tu t'adaptes. Nous on en a un d'ailleurs qu'on a reçu récemment, où on a directement les fréquences qui sont affichées, donc du 915, 800. Ouais. On a la distance qui est affichée. Et du coup le gros qui est en dessous? Alors la distance, encore une fois, ça reste hypothétique. Parce que selon la puissance de l'émetteur, selon l'antenne, selon l'endroit où il est, l'environnement, la météo, c'est pas pareil. Enfin, vous n'allez pas avoir la même puissance en réception. Enfin, le signal reçu n'arrivera pas avec la même puissance. C'est-à-dire que si le drone est à 3 km mais qui balance 5 watts, vous allez peut-être mieux le recevoir qu'un drone qui est à 500 mètres et qui balance 20 milliwatts. Donc encore une fois, un détecteur qui détecte la distance, je pense qu'il ne détecte pas vraiment la distance, il affiche surtout la puissance du signal reçu. Le gros qui est en dessous, ça c'est des FPV qui coûtent un peu plus cher que les 7 On va dire qu'il peut y avoir 300 à des fois $1000 de différence. Voilà, alors là ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est très très intelligent d'avoir fait ça. C'est qu'ils ont additionné 2 dipôles. Pourquoi? Pour justement pallier au problème que je vous ai dit tout à l'heure. Puisque là, en fait, on a une antenne. Donc le drone, imaginons que voilà, par rapport à la tête du drone, c'est comme ça. On a une antenne qui rayonne comme ça, donc derrière et devant, et une autre antenne qui est à 90 degrés dans l'autre sens. Donc le drone est comme ça, et qui rayonne aussi comme ça. Donc dans les deux sens. Ce qui permet justement de ne pas avoir d'angle mort par rapport à la pointe, parce qu'en fait là où ça capte le moins, c'est la pointe de la dipôle. C'est tout au bout là, si vous mettez au bout juste en face, et si vous regardez vraiment la pointe comme là vous sur la caméra, si vous regardez vraiment la pointe, c'est là que ça va le moins capter. Donc là, vu qu'il y a toujours soit cette antenne là, soit cette antenne là qui va recevoir le signal dans... En fait, ça prend tous les axes en fait, hein, ça prend nord, enfin voilà, ça fait une croix, et ça permet que, quelle que soit la position du drone, quel que soit l'endroit par rapport au drone où se trouve l'émetteur, la commande, eh bien, il y aura forcément une des deux antennes qui recevra correctement le signal. Donc ça évite d'avoir une seule antenne qu'on va essayer d'incliner un peu n'importe comment, et il y aura toujours un angle mort qui sera ici et ici, donc 2 angles morts.
Et en soi, qu'est-ce que ça coûte de mettre 2 antennes dipôle au lieu d'une? C'est pas ce qui coûte le plus cher. Et ça permet justement d'avoir aussi peut-être un tout petit peu de gain en couplant justement plusieurs antennes. Ok. Par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est, vous voyez, l'antenne déportée là pour la vidéo. Alors, c'est des espèces d'antennes hélicoïdales avec, qui se passent les unes au-dessus des autres, qui sont pas droites. Donc ça permet de rayonner un petit peu dans toutes les directions. Il n'y a pas un gain très élevé, mais ça permet comme ça de pouvoir un peu taper partout. Mais ouais, moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment le fait que ça soit aussi long et un peu penché comme ça. Elle me fait un peu de la peine, l'antenne. Faut se dire qu'avec ces... les deux l'un à côté de l'autre pour comparer. Voilà. 4 kg. Ah ouais, tu... Donc, beaucoup. Donc après, on se relaie, parce qu'il y a des pilotes le poser. Est-ce que tu peux parler de tes résultats jusqu'à maintenant? Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, parce que nous on travaille toujours qu'avec des Ukrainiens, on ne peut pas travailler en autonome par rapport aux positions. C'est-à-dire que tu soutiens des unités ukrainiennes? Ouais, les Russes. Et puis il y a de dos, c'est comme ça qu'on l'a vu de côté, c'est vraiment taper entre la tourelle et la structure. Et après on sait qu'il y a les munitions qui sont sur la partie arrière. Donc c'est intéressant aussi de taper sur... Voilà, là c'est que de l'analogique, hein. Regardez, voilà, là on voit parfaitement ce que je vous disais là, le grain, le bruit, c'est ça. C'est ici. Donc là on a l'altimètre, donc on est à 2,7 mètres. On voit qu'on a même il y a même une boussole intégrée. On voit qu'ici 34, c'est peut-être la force du signal ou le voltage. Est-ce qu'on peut voir autre chose? Le problème c'est qu'il y a les boutons par-dessus. FS carreau, je vois pas. Non, je vois pas ce que ça peut être. Tout de la tourelle par l'arrière, c'est derrière. Donc là pareil, on peut voir l'heure, l'eau batterie, parce que forcément ça, il tire dessus, donc je pense que la batterie chute. Il y a le nom Griffon 501. Donc voilà, même en analogique, en fait, on peut avoir en vidéo tout un maximum d'infos envoyées directement. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit la consommation en ampères, 4 ampères, 3,8 volts. Je pense qu'il doit y avoir 2 batteries, une batterie moteur, une batterie peut-être pour les émetteurs, je sais pas exactement. Là on voit 20,3 volts, donc ça c'est la batterie principale. 10h12 accro. Bon, voilà. Feu d'artifice. Ouais. Sur les positions, on faisait une rotation d'assez haut et puis en fait tu vas regarder. Au même endroit. Ah oui, totalement. On attend de trouver des cibles. Et puis du coup, moi je dormais de 9h à midi. Tu te lèves à midi, tu te dis super, on sait qu'à midi les Russes ils vont commencer à sortir du bois. Ah ouais. Donc voilà. Après, ils ont toujours les mêmes horaires, ils passent au même endroit, là où ils on ont des morts au même endroit. Ah oui, totalement. Ils apprennent pas. Ah non, ils apprennent pas. Puis sur des FPV, si tu sais bien arriver d'en haut, faire les bonnes manœuvres, c'est inefficace. C'est-à-dire que c'est quoi? Tu fais des tonneaux avec un piquet derrière? Tu viens d'assez haut et puis en fait tu vas regarder, tu vas tourner tranquillement, tout doucement, très haut. Et puis ensuite tu vas redescendre tranquillement par derrière et puis le temps, si tu es assez rapide sur les manœuvres, et après tu vas en smooth. Et à l'inverse, est-ce qu'on t'apprend à toi, quand tu es à pied, en infanterie, est-ce qu'on te donne des techniques pour... Alors ça c'est intéressant le tonneau dont il parle, parce que justement avec l'effet de brouillage, avec le fait qu'on est loin du drone et peut-être qu'on n'accroche pas correctement le signal ni vidéo, ni le drone, et que le drone aussi a du mal à accrocher le signal de commande, ça permet que lorsqu'on fait un tonneau comme ça et qu'on pique sur une cible, c'est que même si au pire des cas il y a du brouillage et qu'on perd le contrôle, qu'on perd l'acquisition vidéo de ce qui se passe avec le drone, c'est que le drone lui, à partir du moment où il pique, il y a la gravité qui rentre en jeu et lui il pique là où on lui a indiqué en fait. Donc même si on perd le contrôle du drone, si on avise à peu près correctement, le drone lui après derrière, vu que c'est un système automatisé de déclenchement, soit par les springs, là, les ressorts, ou je crois que c'est pas un vélocimètre, mais qui calcule la différence de vitesse, ils l'ont dit tout à l'heure, en fait même si t'es brouillé au moment où tu piques, c'est pas grave parce que ton drone lui il va forcément taper sur la cible. Mais c'est ce qu'on voit régulièrement, c'est que des fois à cause du brouillage ils sont obligés d'envoyer 5, 6, 7 drones différents avant d'arriver à taper une cible. Mais même s'il y a le brouillage, ce qu'on remarque c'est qu'à force d'insister on arrive quand même à passer au-delà du brouillage
soit en montant la puissance, soit avec un coup de bol, parce que des fois la propagation change un peu, des fois juste voilà, peut-être que cette antenne là marche un peu mieux, ce récepteur est un peu plus sensible, on arrive à cibler correctement et bam, on arrive à toucher. Éviter les drones FPV russes. Est-ce qu'il y a des méthodes pour tu t'envoies un, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfuis? Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le brouillage, c'est pas magique. C'est pas dès que tu mets un brouilleur, hop là, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui vole. Non, non, le brouilleur, lui, au moment où il va vraiment être efficace, c'est lorsque son signal sera supérieur au signal brouillé, c'est-à-dire au signal de commande ou de vidéo, parce que dans d'autres vidéos, on verra qu'il y a aussi des astuces en se mettant sur les mêmes fréquences que les drones adverses pour faire un effet de brouillage par le drone en fait. C'est le drone directement par le flux vidéo qu'il va envoyer qui va volontairement brouiller un autre drone qui fonctionne sur la même fréquence vidéo. Enfin bref, c'est encore autre chose, mais donc voilà, le brouillage c'est pas magique. C'est pour ça aussi derrière qu'ils se mettent à utiliser des drones relais. C'est pour pouvoir peut-être aussi se permettre d'envoyer plus de puissance sans mettre en danger le pilote. Ça, au pire, ça met en danger le drone qui est relais. Et ça permet comme ça de pouvoir transmettre plus de puissance et donc d'être moins facilement brouillable. Mais en fait, le brouillage, c'est toujours une question de puissance en fait. Hein. C'est voilà, celui qui aura le plus de puissance d'un côté ou de l'autre qui prendra l'ascendant ou pas sur le spectre radio en fait. Hein. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'une guerre de celui qui a la plus grosse mais en version puissance radio quoi. Tu vas vers lui, tu passes en dessous. En général, nous on va jamais se trimballer comme ils font les Russes inconsciemment. Bon, ça, c'est une Berlioz ? Ouais. Bah voilà. Bien. Et puis on va les montrer, après on les voit s'écrouler. Donc on sait que même si on n'est pas cuit, ça va être après, bon, pour nous ils étaient morts, puis on a regardé avec les drones FPV, ils ont eu beaucoup de chance. Donc on les voit enlever tout leur barda, abandonner leurs armes, puis courir. Puis en fait ça c'est l'adrénaline, puis après on les voit s'écrouler. Donc on sait que différent que nous les unités de la Légion, eux quand ils ont des unités drones composées, ils vont recevoir régulièrement, donc toutes les semaines. Et vous en avez plus que les Russes ou pas? Avant, les Russes étaient vraiment très largement dominés, il y en avait 10 fois plus, je sais que ça s'est rééquilibré. Dernièrement, quand j'étais au CIPI, au centre de commandement, on voyait des Russes, pilotes de drones FPV, qui eux ne pilotaient pas depuis un bunker. Okay. On voyait le Russe hors de la tranchée et piloter comme ça. Donc okay. Nous, ce qu'on a fait... FPV, en plus, on va rappeler qu'on a quand même les lunettes et qu'on voit absolument rien de ce qu'il y a autour de nous. Et lui, il était comme ça. On a découvert, donc en fait, on savait que ça allait taper une déposition, donc les commandants ont directement envoyé notre opérateur de drone FPV de notre côté pour en fait être sur la même fréquence et que ce pilote de drone FPV russe. Ouais, c'est ce que je vous expliquais là juste avant. Je pensais que c'était dans une autre vidéo, mais c'est dans celle-là. Alors là, ils disent que en gros, ils sous-entendent que les Russes, eux, n'ont pas de système d'antenne déportée. Alors moi, j'avais vu des vidéos avec justement un système déporté d'antenne. Hein, c'est également présent de l'autre côté. Alors après, dans quelle mesure c'est présent, je ne sais pas. Après, on ne peut pas vraiment le savoir, on n'y est pas. Mais en tout cas, voilà, des deux côtés, hein, c'est quelque chose qui existe. L'avantage qu'a le côté Ukraine, c'est que en fait, ils n'ont pas vraiment de matériel conventionnel, puisque c'est soit du matos civil, soit du matos qui provient de plein de pays qui leur fournit, par don, on va dire, du matériel. Donc en fait, ils n'ont pas de matériel standardisé et donc ça leur permet plus facilement de pouvoir dire bah voilà, on va concevoir notre propre dispositif d'antenne déportée et on va essayer de le standardiser dans toutes les unités drone. Ce qui est un peu plus difficilement possible du côté RES. Pourquoi? Parce que eux, ce sont des armées, c'est une armée conventionnelle qui a du matos, on va dire conventionnel, standardisé, et donc pour introduire d'autres matériels, surtout que là, ça va très vite, hein, ça fait à peine 2 ans, et en 2 ans, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions au niveau du drone. Ça prend quand même du temps de standardiser quelque chose de tout à fait nouveau, parce que là, le drone, vraiment, c'est quelque chose de vraiment nouveau dans les conflits. Enfin, je veux dire, les petits drones comme ça, avant on avait des drones plus d'observation mais qui coûtaient des millions. Là on parle de drones FPV jetables que n'importe qui peut acheter. Voilà, c'est vraiment ça la différence. Et là on est vraiment sur un développement assez similaire. Après je ne veux pas non plus faire d'ennemis dans la sphère open source, mais on est dans des optiques de développement assez similaires au milieu de l'open source. C'est-à-dire qu'ils vont tous tester différentes choses, ils vont apporter des
des améliorations, des tests. Ils vont imprimer eux-mêmes en 3D des petits composants, des objets, des trucs qui vont faire qu'ils vont pouvoir comme ça améliorer, créer des nouveaux prototypes qui ne sont pas conventionnels pour arriver à des résultats vraiment plus que satisfaisants. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, le fonctionnement un peu style open source et le fait de pouvoir fabriquer un peu n'importe quel objet à moindre coût, ça a une place extrêmement importante dans les conflits actuels, et c'est d'ailleurs aussi tout le problème, c'est que là, la question qui se pose, c'est maintenant l'armée française, où est-ce qu'elle en est par rapport à ce type d'approche, parce que on a des équipes drones, mais c'est pas du tout la même philosophie qu'il y a derrière. Il faut que ça soit validé, qu'il y ait des chartes qui soient respectées, etc. Les unités drones ne peuvent pas dire, bah voilà, tiens, je vais m'amuser à concevoir des nouveaux types d'antennes, des prototypes de drones. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut que il y a toute une hiérarchie derrière. Là, ce qu'ils expliquent, c'est qu'apparemment, ça fonctionne de manière beaucoup plus horizontale. C'est que plus ou moins tous les groupes sont un peu autonomes et ils font un petit peu plus ou moins ce qu'ils veulent au niveau du développement. Et après, ils le partagent grâce à Internet et ça contribue à l'ensemble. Ne voit pas ce qu'il y a dans cette caméra, mais voit l'autre drone, et inversement. Okay. Donc ça faisait chuter les deux drones et ça sauvait potentiellement des gars sur une position. Donc je vais remettre ce qu'il a dit, c'est très très intéressant. C'est le fait de brouiller par juste l'envoi d'un drone en fait. En fait, être sur la même fréquence que ce pilote de drone FPV. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il y avait, je ne sais pas si vous avez bien suivi, c'est qu'en gros, un coup, il y a eu des gars à lui sur le terrain qui étaient visés par un drone, qui était potentiellement une cible de drone RUS. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont tout simplement pris un drone qui fonctionnait sur les mêmes gammes de fréquences que le drone RUS. Ils ont calé le flux vidéo sur la même fréquence. Donc, imaginons, le drone russe, il envoyait sa vidéo sur 4623 MHz. Et bien, eux, ils ont calé leur drone sur 4623 MHz. Et ils ont envoyé leur drone à côté de l'autre pour que le signal du drone côté UCRE brouille donc le signal qui provenait du drone RUS. Et donc en fait le pilote RUS, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ou alors attendez, j'ai peut-être mal compris, c'est soit ça, soit ils ont brouillé avec la vidéo la fréquence de la commande, mais en gros moi ce que j'ai compris là, c'est qu'en fait ils ont brouillé l'acquisition de la vidéo côté RUS avec l'envoi d'un drone adverse, de leur drone, pour que le gars il ait les deux images en même temps et qu'il soit un peu perturbé, qu'il sache plus vraiment ce qu'il est en train de regarder quoi. On va le remettre parce que j'ai pas. En plus, on va rappeler qu'on a quand même les lunettes et qu'on voit absolument rien de ce qu'il y a autour de nous. Il était comme ça. On a découvert, donc en fait, on savait que ça allait taper une déposition, donc les commandants ont directement envoyé un autre opérateur de drone FPV de notre côté pour en fait être sur la même fréquence et que ce pilote de drone FPV russe ne voit pas ce qu'il y a dans sa caméra, mais voit l'autre drone et inversement. Okay. Donc ça faisait chuter les deux drones. Si, donc c'est bien ça. J'ai cru qu'en fait ils avaient, j'ai cru comprendre à la fin. Et ça sauvait potentiellement des gars sur une position. Par contre, dans sa caméra, il voit l'autre drone et inversement. Donc ça faisait chuter les deux drones. Moi, ce qui m'étonne, c'est que là, il dit ça fait chuter les deux drones. Alors là, c'est pas possible. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre, mais je pense quand même comprendre ce qu'il veut, là où ça peut être possible. Si tu mets deux drones côte à côte sur la même fréquence, celui qui va, imaginons côté RUS, le pilote drone, qui normalement juste regarde son drone, il va avoir l'image des deux drones, donc à la fois du sien et des UCRE, ou alors peut-être que ça perturbe et que tu n'as plus du tout d'image, mais à mon avis c'est les deux qui se chevauchent et ça te fait un vrai bordel et tu sais plus vraiment ce que tu regardes, mais je vois pas comment ça pourrait le faire chuter. Après, il y a aussi... donc ça, c'est si tu veux vraiment shut down un drone, c'est plus la fréquence de la commande que tu vas viser, non pas la fréquence de la vidéo, parce que la vidéo en soi, c'est juste de la vidéo, c'est pas... si t'as plus la vidéo, si t'as plus la vidéo, tu sais plus ce que tu fais, et vu que c'est du FPV, je pense que c'est ça. Vu que c'est du FPV, qu'il n'y a pas vraiment de limite au niveau de la maniabilité, du mouvement que tu peux faire avec, des mouvements, si tu vois plus ce que ton drone fait, tu peux pas forcément le stabiliser, tu peux pas savoir qu'il est bien droit, tu peux pas lui dire arrête-toi, positionne-toi bien comme il faut,
Je pense que le FPV, là, les drones qu'ils ont, ils sont complètement débloqués au niveau des manœuvres. Et le gars, juste il perd la vidéo. Il sait pas ce qu'il fait, donc il essaye de rectifier, mais si t'as plus du tout de vidéo, au bout d'un moment, le drone se crache dans tous les cas, quoi. Voilà. À part si tu le vois visuellement, mais je pense que c'est pas le cas. Donc c'est très intelligent. C'est qu'en fait les deux drones vont fonctionner sur la même fréquence. Pam, il y a un conflit entre les deux signaux. Le pilote, lui, n'arrive plus à recevoir correctement la vidéo. À ce moment-là, il perd le contrôle du drone. Le drone chute et t'arrives à... Et ça sauver et tu arrives à sauver des vies. Okay. Parce que j'ai vu aussi des images autour du Dniepr dans lequel il y a un drone FPV qui est envoyé sur un drone d'observation hors LAN. Après nous on a beaucoup aussi, on a des UAV, les commandants nous ont montré les... Il existe même, j'avais vu ça, je sais pas si c'est vraiment utilisé de manière normalisée ou pas, c'est des gros drones, c'est des drones anti-drones en fait. Et il y a un grand filet en dessous, un grand filet, un peu comme un filet de pêche, et il va passer au-dessus, il va faire un peu comme si c'était un bateau en fait, comme si c'était un bateau et que l'autre drone c'était du poisson. Il va passer au-dessus, pardon. Et en fait, les filets vont faire que les pales vont se coincer dans le filet. Et après, le gros drone, il a juste à repartir. Et en fait, il arrive à capturer les drones comme ça. Alors là, je pense qu'ils sont encore plus radicaux. C'est qu'ils vont juste faire péter le drone et voilà quoi. Mais voilà, c'est aussi une technique qui existe et qui est quand même, à mon avis, relativement efficace. Mais il faut quand même bien manœuvrer et bien pouvoir passer au-dessus et clac, prendre les filets, les filets dedans. Après, si c'est un drone FPV qui vise quelque chose, je pense que c'est vachement plus rapide. Il faut arriver à le suivre, il faut arriver à bien manœuvrer correctement. Ça doit être chaud quand même. Des UAV, donc on a vraiment du gros, en termes de drone. Je pense que c'est pas vraiment possible, tu peux pas vraiment arrêter un drone FPV qui vise quelque chose. Je pense que tu peux le brouiller pour essayer de le shutdown le plus rapidement possible avant qu'il tombe précisément sur sa cible, donc ça tombe un peu à côté. Tu peux te dire bon, ça peut peut-être me passer à côté, mais à part ça, ou alors à part le 12, c'est ce qu'on voit côté RUS, c'est qu'ils ont là lancé un prototype. Ça se met à la place du lance-grun. C'est un petit tube, apparemment ça vaut, je crois, à la fabrication peut-être 2$, je crois qu'il avait estimé à 2$. Tu mets du 12, ça doit être pour du ball trap. Tu mets une cartouche dedans, c'est un petit tube que tu claques, que tu verrouilles, et en fait tu tires le drone, donc ça balance de la grenaille, et ça détruit forcément les pales, ça tape dans le circuit et tu le neutralises comme ça. Alors après c'est pas hyper précis, mais ça permet au moins d'avoir un moyen pour le personnel au sol de pouvoir potentiellement neutraliser du FPV. Les cassants, des drones de plus grande taille, des fly-die, qui font quelques mètres d'envergure, les Vector, Ça nous permet de voir beaucoup plus loin, on va dire, tous les véhicules, tout ce qui se prépare. Puis on sait à peu près où ça va arriver. Mais les Ukrainiens ont une bien meilleure organisation que les Russes. Pourvu que ça dure. Ouais. Maintenant, il faut que la France... Je pense que ça, c'est aussi dû au fait que ça soit horizontal et que chacun peut développer de son côté, ce que je vous avais dit tout à l'heure, parce que du côté RUS, il faut que ça soit standardisé, un peu comme l'armée française, c'est pareil. C'est qu'on ne peut pas, comme ça, d'un seul coup, se lancer dans l'expérimentation, un peu en mode open source de ces technologies. Mais au moins, ce conflit-là permet de voir un peu le nouveau visage des GER et de voir ce qui fonctionne aujourd'hui. Que les autres pays de l'OTAN apprennent de l'Ukraine, parce que vous êtes un peu en avance dans le domaine. Ouais, je pense qu'ils ont beaucoup d'expérience. Ouais, jamais on aurait pensé que les drones auraient telle utilité. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune opération qui se fait sans drone de toute façon. Et alors tu me diras peut-être c'est vrai ou pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout le monde me dit, sur le terrain, on entend en permanence le bourdonnement quand on est en première ligne. Il y a le bourdonnement permanent des drones autour de nous. Ah oui, c'est une autoroute, ça part de partout. Puis tout est connecté, ça dépend des fronts, mais il y a une très bonne organisation, donc tout le monde est relié en vocal. Ouais. On peut directement s'ajuster, même s'il y a des zones aussi où... Là, il a dit vocal, il n'a pas dit radio, donc je pense qu'ils ont carrément Internet. Ou par exemple, tous les autres vont avoir la vision de l'opérateur en question, qui est en train d'opérer, donc vont pouvoir aussi le guider si il n'arrive pas à trouver sa cible. Eh bien écoute, Cannes, merci beaucoup. Félicitations. J'étais très étonné parce que les drones FPV, enfin les drones de reconnaissance aussi, avec une bonne coordination, permettent de déclencher des tirs d'artillerie très rapidement. Donc moi j'avais parlé des artilleurs, on avait vu aussi en réel à Zaporizhzhia,
peu près 5 minutes, c'était déclenché pour du support artillerie. Ok. On n'a pas toujours du support disponible. Mais du coup, cette personne-là était très très étonnée. Il disait que dans l'armée française, c'est pas concevable, des contacts qu'ils avaient eus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail, je pense, à faire. L'armée française peut vraiment apprendre énormément. Sur les drones, ça peut servir sur la coordination des unités des troupes au sol, des artilleurs et des opérateurs FPV. Eh bien, on va essayer de faire en sorte d'accélérer l'innovation chez nous alors. Ouais. Intégrer tout ça. Merci. Merci à toi. Bon, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me soutenir sur Patreon si vous voulez soutenir mon travail. Moi, ça me motive à faire plus de vidéos de ce style. N'hésitez pas à me proposer du contenu à éventuellement analyser. Voilà, moi je pense que prochainement, ça sera investissement micro. Parce que là, celui-là, il n'a pas l'air mauvais, mais moi, il me fait mal aux oreilles au niveau du casque, hein. Il isole pas du tout. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez surtout appris des choses. N'hésitez pas à apporter des corrections si jamais je me suis trompé sur certaines choses ou des détails supplémentaires. Voilà, je suis ouvert à ça. Encore une fois, on n'est pas là pour faire de la politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le matériel, comprendre le côté technique. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Allez, 73.